Bon, écoute, ça enregistre, voilà. Donc, David, on te laisse faire le maître loyal de tout ça. Alors, avec plaisir, bonjour à tous. Donc, on fait une petite actu du web avec 5 experts aujourd'hui, donc pour le compte de l'asso SEO Camp. On ne va pas parler uniquement de référencement, mais on va parler de e-commerce, de business, de contenu, un petit peu de nom de domaine. Donc, on va laisser la parole à Christophe, qui est un des amis historiques du SEO Camp et qui va donc euh, peut-être être le maître de cérémonie, parce que si c'est moi, je crois qu'on ne terminera jamais. Donc, tu nous donnes la parole, Christophe, et qui démarre pour donner son actualité et on en discute tous. Eh ben, merci, David. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle aventure. Merci, David, d'avoir pensé à créer ça. Je pense que c'est un chouette format et les gens vont s'habituer au fur et à mesure des semaines à découvrir tout ça et à nous challenger aussi, je pense, à chaque fois avoir des nouveaux sujets intéressants. Eh bien, écoute, donnons la main à Baptiste, peut-être, pour démarrer, pourquoi pas. Merci, bonjour à tous aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je suis plus dans la rédaction web, la sémantique, etc. etc. Et en fait, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'utiliser l'outil des frères Perronnet, Babar, euh, qui est là pour concurrencer Majestic, même si c'est jamais prononcé. Et à vrai dire, la bonne surprise, c'est une des fonctionnalités dans l'outil qui est super intéressante, qui, au-delà d'analyser les backlinks, etc., permet de trouver des opportunités de linking, en fait. Donc, je sais pas, peut-être je peux partager mon écran ou pas? Rapidement. Hop, on n'entend plus rien. Oui, vas-y, tu Ah, peux partager, hein, pas de souci. pardon, je le fais vite fait. Voilà. Voilà mon écran. Donc là, j'ai pris l'exemple, ça c'est l'interface de base, j'ai pris l'exemple du SEO Camp, là, en analysant par URL simplement. Et en fait, je trouve cette fonctionnalité assez folle. Au-delà des métriques qui sont remontées, etc., etc. Bon, là, après, on ne va pas faire le détail de l'outil non plus. Mais ce genre de choses, là, j'ai pris comme exemple, justement, là, j'ai mon site à côté. On peut analyser Oh, disparaît. Non. On peut analyser la pertinence du linking, en fait, en fonction du contenu du site en face. Donc là, il faudrait bouger ça, peut-être. Voilà, il y a une note qui apparaît. Et donc, à partir de là, on peut travailler son linking sémantique et travailler de façon cohérente off-site et on-site, en fait. Et je trouve que ça, c'est une opportunité qui est assez folle. Alors, attends, je te coupe un petit peu. Du coup, là, tu as mis l'URL du lien sur lequel tu voulais, tu pourrais poser un lien vers le SEO Camp, c'est ça? Exactement. Et donc, le 14 qui t'est donné là, c'est une note C'est une sur note 100, sur 100, en fait. D'accord. Donc, ça prouve que pour l'instant, dans l'état, mon site n'a pas grand intérêt à vous faire un lien. Par contre, je pense que j'aurais tout intérêt à recevoir un lien du SEO Camp, après, ou de vôtre. Mais, Sûrement mais dans les il y a... vannes, on s'arrange, pas de souci. Et sinon, après, il y a aussi le petit truc qui est vraiment sympa, c'est dans la toolbox d'entrée, le Spot Finder, c'est à partir de contenu en fait. Là, on colle carrément son contenu et il remonte des URL qui sont susceptibles, des sites qui sont susceptibles d'être pertinents d'un point de vue linking. Donc en fait, ça sous-entend que si on a une liste de sites sous le coude, par exemple, ben, de par l'analyse d'URL, comme j'ai fait juste avant, c'est vraiment super intéressant. Et si on est à la recherche de spots qui peuvent potentiellement matcher avec le sien, ben là, on a cette fonction-là qui est vraiment très cool. Donc ça, c'était la petite pépite, moi, je trouve, de la semaine qui fait que ça a été en plus le travail que je peux faire sur les sites, à savoir les renforcer d'un point de vue sémantique et gagner des positions, et derrière, travailler de façon cohérente dans le background. Voilà. Voilà pour la petite actu que je voulais partager avec vous. C'est une super idée. Il y a un outil très similaire sur Ahref avec ils ont le content gap et ils ont le link gap qui permet sur la base de plusieurs domaines, de voir les domaines qui linkent vers un de tes concurrents ou quoi que ce soit, mais c'est très basé sur le domaine. Je suis pas sûr effectivement que Ahref ou SEMrush, qui sont des outils plus connus pour l'instant que Babar, et la version de recherche par la sémantique, et c'est super intéressant. Bah, je trouve ça super intéressant. Déjà, en fait, avec Your Text Guru, il y a ce principe de glissement sémantique entre les requêtes. Et là, arriver à apporter ce maillon de plus
vers les sites à l'extérieur. Là, on peut travailler, pour les petits artisans qui travaillent la cohérence vraiment de A à Z, je trouve que c'est vraiment phénoménal, c'est génial ce truc-là. Et au passage, ben, je trouve que Next Level a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et maintenant, leur système de recherche où on peut directement ou renseigner le domaine ou l'URL ou un keyword, ça permet aussi de travailler dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est des démarches qui sont super cohérentes, qui vont dans le sens du web, qui vont dans le sens de mon travail aussi, parce que je travaille vraiment le fond. Mais voilà, c'était le truc dont j'avais envie de parler de cette semaine, quoi. Ouais, super, super sujet en effet à tester. Je pense qu'on a tous, intérêt à aller jouer avec ce nouvel outil des frères Perronnet. J'avoue que, alors comme on disait tout à l'heure de manière un petit peu humoristique, l'UX, c'est peut-être pas toujours très simple à prendre en main, mais par contre, il y a du gros derrière. Ouais. Allez, on enchaîne. David, tiens, tu vas nous parler un peu de l'actualité des noms de domaine? Alors, avec plaisir. Donc, moi, j'ai normalement une chronique que j'ai arrêtée qui va être remplacée par ça où je m'étendais longtemps. Donc là, il faudra faire plus court parce que les noms de domaine ne sont pas stratégiques pour tout le monde. Il y a quand même une info qui est assez intéressante. C'est sur le marché de l'achat et de la revente. Là, en ce moment, chez Kingdom, il y a des noms de domaine qui se vendent assez cher. On a vu décideur.fr à plus de 3 000 € cette semaine, moteur.fr à plus de 2 000. Alors, ça reste des montants importants. Pour nous, c'est intéressant de voir que qu'il y a une demande pour des noms qui n'ont pas forcément du jus SEO. Et dans 4 jours, je pense qu'on va battre 20 000, 30 000 €, même plus. Il y a vraiment un très gros nom qui arrive. Et pour ceux qui ne connaissent pas le snap du .fr, il y a 6 acteurs qui vont se battre. Ça ne veut pas être un des autres que les 6 en question et qui vont essayer de rappeler le nom. Le nom, c'est webcam.fr. Alors, ça ne vous fait peut-être pas rêver webcam. Il n'y a pas de lien. Donc, les SEO se diront ça vaut 8 €. Non, ça ne vaut pas 8 €. Ça va être beaucoup plus. Et pour moi, ça sera… je ne saurais pas vous faire une prévision. Ça dépend. Les enchères, c'est imprévisible. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui se battent. Et en plus, pour que ça monte, même avec les enchères bidons, on est quand même dans des très prévisibles et rien n'est tout à fait très clair. Mais alors, est-ce que ma connexion est instable? On me dit, c'est ça? Vous m'entendez? Il y a eu une mini coupure, mais ça va. Mince. D'accord. Donc, bref, webcam.fr dans 3-4 jours. Est-ce que vous savez, les gars, qui va l'obtenir parmi les 6? Personne? Tu vas nous le dire. Moi, je dirais Domexpire ou Kingdom, ils sont revenus quand même un peu à la charge parce que… moi, je pense comme Abdel. Voilà. Kingdom, je pense, ou Domexpire, ou Udot. Ça peut être aussi Catch Tiger, Domain Order, mais globalement, aujourd'hui, on verra. Je pense qu'Abdel a raison. Kingdom, Domexpire, ça serait sympa. Ils ont moins de moyens, mais donc voilà, on verra combien ça va monter. Donc ça, c'était la première info. Deuxième info, pour les gens qui ont plus de moyens, il y a des nouvelles extensions. Donc, on a parlé du point Corsica tout à l'heure avec Abdel. Il y a plus de 1000 nouvelles extensions qui ont été créées. Et souvent, elles ont été créées par des gens qui n'avaient pas forcément de projet. Il y en a qui sont abandonnés. Et donc, il y a 3 nouvelles extensions qui sont abandonnées et donc qui vont être achetées probablement. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, il y a le point Case, C-A-S-E. C'était une entreprise de matériel agricole, d'ailleurs, qu'on a 3, qu'on a même 4 avec Iveco. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Iveco, c'était des camions italiens. Iveco, ils n'ont pas encore décidé de l'abandonner, mais ils ont décidé d'abandonner au moins 3. Donc, Case, qui est à peu près, brandable. Donc, c'est une nouvelle extension qui pourra être ajoutée au nombre des nouvelles extensions commercialisées par OVH et compagnie. Et là, pareil, soit elle est abandonnée, soit elle est rachetée. Et il y a un acteur du secteur qui rachète absolument tout. En fait, c'est des boîtes, c'est des fonds d'investissement qui ont trouvé un modèle et qui gagnent un peu d'argent. Ils savent que ça leur coûte tant. Ça n'a aucune valeur ajoutée, aucun intérêt, mais probablement que pour eux, ça fait un actif de plus dans leur portefeuille. Donc, le point Case est disponible pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a un Français, je ne sais pas si vous connaissez, Cyril Frémont, qui a le point Best. Ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est vraiment une belle histoire. Lui, il ne l'a pas créé, il l'a racheté. Et donc, si quelqu'un a envie de reproduire sa réussite, là, Cyril Frémont, c'est Google, Facebook, Amazon qui l'appellent tous les jours pour le racheter. C'est-à-dire qu'il y a quand même du gros bise. Il y a quand même… Kevin, il connaît bien puisqu'il a fait une super interview.
Mais c'est-à-dire que voilà, c'est des opportunités différentes. On n'achète plus un nom, on achète une extension. Et avec une extension, si on a une bonne idée, on a des projets comme Cyril Frémont, c'est vraiment un gars incroyable, et ben, là, il est dans une autre dimension. Donc voilà, c'était la deuxième info. Et je ne vous embête pas plus avec une troisième, c'est tout, qui est la moins sympathique. On a eu le décès de la personne la plus importante dans le secteur des noms de domaine en Europe. Et alors pourquoi j'ai envie d'en parler? Donc c'est un Autrichien qui vivait en Espagne depuis tout le temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui ont envie de regarder, il s'appelle Dietmar Stepitz. Et donc c'est le domaineur le plus important. Et ça, en fait, c'est exactement le contraire des clichés qu'on a. On imagine les domaineurs jeunes avec la piscine, la voiture de luxe, etc. Et le Dietmar Stepitz, il est décédé sans aucun moyen. C'était juste un très bon gars, très sympa, qui organise un environnement où les gens sont contents de se rencontrer, échanger des infos. Donc, c'est assez intéressant de voir finalement que souvent l'image qu'on reçoit, c'est les gens les plus visibles, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et le secteur des noms de domaine, je pense que c'est un de ceux qui est le moins bien connu. Donc, du coup, dans ces petites revues d'actu, j'essaie à chaque fois d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, les domaineurs ne sont pas forcément des voleurs, des cybersquatteurs, et en tout cas, cette personne qui nous a quittés et qui était incontournable dans le secteur, bah, c'était un peu un bon gars, très sympa, et voilà, et qui n'a jamais volé personne, qui n'a jamais fait de cybersquatting. Donc voilà, c'était pour les infos. S'il y a des questions sur les noms de domaine, je crois qu'on en parlera peut-être ponctuellement par rapport à vos infos à vous, mais pour moi, c'est fini. Merci, et on pense à lui et à toute sa famille. Eh ben, je vais prendre la suite. Moi, aujourd'hui, je voulais juste vous parler de 2-3 petites choses aussi. Alors déjà, faire un petit… la FEVAD a sorti les chiffres du e-commerce du troisième trimestre 2020. Donc, sans surprise, on voit encore une fois une belle augmentation du e-commerce avec une progression de 8,1% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Donc, pour la petite histoire, en France, ça représente 26 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre. C'est broutille. Et on constate là aussi, sans surprise, un gros impact de la partie, on va dire, click and collect, puisque les ventes sur Internet auprès des enseignes de magasins ont augmenté de 30% au troisième trimestre. Alors, c'est intéressant, je voulais aussi t'embêter peut-être un peu, Abdel, là-dessus. Toi, au niveau du dropshipping, tu as eu des impacts du confinement? Qu'est-ce que tu as vu, toi, de ton côté? Nous, on est quand même dans une tendance où la professionnalisation déjà du secteur, elle commence à prendre vraiment un tournant important, dans le sens où il y a très peu maintenant d'amateurs qui s'engagent, on va dire, dans une notion de création de boutique avec du branding et avec un réel aspect et facteurs différenciants. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça tend à professionnaliser l'ensemble des boutiques qu'on va voir dans les résultats de recherche, notamment. Et ce que je remarque aussi, c'est que surtout le service POS, Point of Sale, donc boutique de vente, de Shopify, donc clairement application sur une caisse enregistreuse, qui a un système Windows, hein, bien entendu. Elle fait fureur parce que déjà c'est très peu cher, et puis surtout ça te permet de synchroniser ta boutique avec ta boutique web avec finalement ton point de vente, tant en termes de synchro stock que de synchro produits et fiches, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de voir cette notion de click and collect qui commence à arriver. Mais je vais en parler après dans ma partie. Il y a d'ailleurs Amazon qui a sorti une formation dédiée sur ça. Ok. Allez, je te laisserai enchaîner tout à l'heure. Donc voilà, les gros enseignements de ces chiffres-là, c'est que le click and collect augmente, comme tu dis, les magasins se digitalisent, donc ça, c'est une très bonne chose. L'alimentaire aussi est en train de grandement augmenter sur Internet. On a un plus 43% sur l'alimentaire et les produits de grande consommation, ce qui veut dire que ça a augmenté 5 fois plus vite que sur la même période de l'année d'avant. Donc, c'est vraiment des sujets à suivre. Revers de la médaille pour le voyage, évidemment, moins 39% pour ce secteur-là. Allez, deuxième point dont je voulais vous parler rapidement. Au 1er janvier était censé s'appliquer le paquet
TVA pour le e-commerce. Ça a été décalé au 21 juillet de mémoire, enfin au 31 juillet de mémoire, enfin 6 mois plus tard. Qu'est-ce que c'était ce truc-là? C'était notamment là pour le coup un impact sur le dropshipping puisque les dropshippers devaient commencer à s'inquiéter un petit peu de la TVA à partir de ce moment-là. Donc on verra ce qui va se passer, même beaucoup. On verra ce qui va se passer. Aussi, il y avait la mise en place d'un guichet unique pour l'encaissement de la TVA au niveau européen. Donc ça c'est aussi décalé. Alors, ça peut avoir un impact pour les gens qui vendent beaucoup dans certains pays qui peut-être pour 6 mois vont devoir s'inscrire de point de vue de la TVA dans ces différents pays. Donc une affaire à suivre. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est l'impact du Brexit sur le e-commerce. Donc même si peut-être qu'ils sont encore en train de chercher des accords. La date limite, c'était hier. Donc, pour l'instant, a priori, pas d'accord a été fait. Donc, les règles vont quand même grandement changer si vous bossez avec l'Angleterre. Enfin, le Royaume-Uni, on va dire. Donc, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc, ce Royaume-Uni, c'est quand même le 3e marché du e-commerce dans le monde. C'est 30% du marché européen. Et c'est quand même un gros marché. Donc, pour les e-commerçants qui vendent en Grande-Bretagne, eh bien, au 1er janvier, tout change. En gros, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, donc ça passe en vente export. Et comme vous le savez, quand vous faites de l'export, vous devez faire un certain nombre de démarches. La première d'entre elles, c'est d'obtenir un numéro EOROI qui vous permet EORI, voilà, tout à fait, qui vous permet de dire que vous expédiez des données, des marchandises en dehors de l'Union européenne. C'est obligatoire, donc il va falloir le faire. Il va falloir travailler ce qui s'appelle la nomenclature de code SH, puisque tous vos produits doivent être répertoriés. Donc là, c'est pareil, ça veut dire que quand vous allez expédier vos colis, il faudra mettre une facture et une déclaration CN22, CN23 avec vos colis. Tout ça vers l'Angleterre, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et puis, il y a une histoire de TVA qui va être assez rigolote, puisqu'il y a une barrière qui a été définie à 135 livres. Donc, en dessous de 135 livres, alors il faut que je recherche mes notes parce que c'est tellement compliqué leur truc. Hop, alors, en dessous de 135 livres, grosso modo, c'est... Hop, je m'y repère. Je retrouve mes notes. Disons que je ne suis pas bien organisé aujourd'hui. Ouais, donc si on est en dessous de 135 livres, il faut facturer, enfin c'est le destinataire. Ah, je m'y perds, c'est tellement l'inverse. Excusez-moi, je suis un peu paumé dans mes chiffres. C'est tellement compliqué. Alors, truc, en gros, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous remettrai un lien là-dessus. En gros, il y a cette barre de 135 livres, en dessous ou en dessus, je ne sais plus, mais dans un cas, ça sera à la réception que le client anglais va devoir payer sa TVA, et dans l'autre cas, c'est vous qui devrez payer la TVA. Alors, de mémoire, pour ne pas me tromper, en dessous de 135 livres, c'est vous qui allez payer la TVA pour le compte du destinataire anglais, et au-dessus de 135, c'est lui qui devra payer. Donc, ça veut dire que c'est encore tout un système compliqué. J'ai vu qu'il y avait des gros expéditeurs qui étaient en train de réfléchir pour passer tous leurs colis. Et même si les personnes commandaient pour 400 ou 500 euros, ils allaient découper en plusieurs colis de 135 livres pour être sûr d'être tranquille. Donc, c'est assez, franchement, ça va être assez compliqué à mon avis. Donc, renseignez-vous bien pour mettre tout ça en place. Il y a un certain nombre de configurations que vous allez devoir faire dans vos boutiques e-commerce. Ça va être un petit peu, ça va être une période un petit peu rigolote, je pense, début janvier. Voilà. Bon, désolé, j'étais un peu cafouilleux, mais c'est tellement compliqué leur système que il va vraiment falloir se remettre là-dessus. Je ferai un petit article ou une vidéo plus claire. Désolé, je suis un peu perdu dans mes notes. Allez. J'ai une petite question, ouais. En fait, si c'est possible, Christophe. Ouais. Sur en fait les chiffres de la FEVAD. Oui. Parce que, alors je pense que tout le monde aura son avis. Moi, ça fait, je sais pas, 15 ans que je suis ça et je trouve qu'ils sont sérieux. Je crois que c'est François Monbois sur Internet, le patron qui est un type très bien. Mais quand même, je pense que ces chiffres, pour moi, sont bidons. En fait, je ne sais pas comment il les calcule. Par exemple, moi, j'ai un tout petit chiffre d'affaires. Personne ne m'a jamais demandé. Abdel non plus. Je ne pense pas qu'Amazon donne ces chiffres. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent donner des chiffres précis, sachant qu'il n'y a rien de déclaratif aujourd'hui. Comment est-ce qu'une comptabilité, la comptabilité générale, elle est inutilisable. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir ça, sachant que l'échantillon qu'ils ont n'est pas représentatif? Est-ce que tu crois qu'il… Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème de… Moi, j'ai fait de la recherche. Ouais, moi, c'est vrai que tu as la réponse et puis après, tu mets les chiffres pour faire bien, mais en fait, ils ne savent pas vraiment, non?
Ouais, enfin, je suis assez d'accord avec toi. Et je suis souvent le premier à dire que les chiffres de la FEVAD ne représentent pas la réalité des marchés. Et c'est aussi pour ça que je demandais à Abdel comment lui l'avait ressenti de son côté. Moi, je le vois avec mes clients e-commerçants. Ceux qui étaient prêts et qui avaient des click and collect qui étaient efficaces au jour J des deux confinements, ils ont explosé leurs chiffres, mais vraiment explosé. C'est pas plus 8%, quoi. J'ai C'est une ça. cliente, j'ai une cliente qui est passée sur son site internet de 10 000 euros par an à 100 000 euros par an, quoi. En l'espace de 6 mois. Donc, c'est juste qu'elle était prête, que son site était là et que le click and collect a explosé pour les petits commerçants. La majorité de mes clients, ils ont vraiment explosé leurs chiffres. Et donc, rien à voir avec les chiffres de la FEVAD. Donc, les chiffres de la FEVAD, ils sont en effet super généralistes. Je ne sais pas d'où ils les sortent de leur grand chapeau. Euh, Moi, j'ai vraiment que des clients qui n'étaient pas prêts et qui ont lancé leur e-commerce au dernier moment, qui n'ont pas eu un impact positif. Tous les autres, moi, je travaille beaucoup avec des commerçants qui ont des points de vente physiques et ça a tous explosé quoi, sur cette période-là. Mais largement plus que les 8%. Quoi. Mais forcément, là-dedans, il y a les gros acteurs, il y a tout. D'où ils sortent leurs chiffres, franchement, je n'en ai aucune idée. Alors, je vais te donner une première piste de réponse, Christophe. Déjà, ils font des extracts des codes APE qui sont liés aux sociétés du coup, estampillés comme e-commerce, Ouais. hein, et du coup, ils récupèrent aussi les chiffres d'affaires qui vont avec. La problématique qu'on a dans notre secteur à nous, c'est que moi, je suis sur un code APE 620, programmation, C'est etc. Et ça, du moi coup, aussi. Ouais. je fais de l'e-commerce, Mm. et c'est pas pour autant que, tu vois, que je suis sur le bon créneau. Donc, je sors totalement du scope finalement de ces statistiques. Et le deuxième souci, et ceux qui disent pas, parce que moi j'ai scruté, et pas plus tard que la semaine dernière, dans le cadre de ma formation, les statistiques FEVAD sur ces 3 dernières années. Et il y en a une qui ressort finalement et sur lequel je me suis basé finalement sur ce qu'il faisait et qui contredit finalement en fait les deux statistiques d'avant. Mm. Donc, en fait, quand on a analysé 2020 versus 2018-2019, on s'est Ils ont rendu changé compte, entre-temps, quoi. voilà, on s'est Mm. rendu compte qu'il y avait un curseur qui a été déplacé à un moment ou à un autre, tu vois. Donc, du coup, on a regardé un peu ce que faisait e-commerce Nation et d'autres acteurs un Mm. peu plus traditionnel. Et j'ai regroupé un peu la data comme ça, mais c'est vrai que déjà on est loin en termes d'e-commerçants actifs des 200K qui sont Mm. autoproclamés depuis déjà 3 ans. À un moment donné, il y a une évolution dans la chose. En plus de ça, on se rend compte que tu prends quasiment, alors j'ai plus la statistique, mais c'est de l'ordre de 36% des boutiques qui ferment la première année, Mm. ce qui est quand même énorme. Et si tu reprends la globalité des chiffres de la FEVAD, ça sous-entend que tu as à peu près 5% des boutiques qui font 80% du chiffre d'affaires e-commerce en France, ce qui pour moi est une hérésie, dans le sens où il y a énormément de nouveaux acteurs qui sont souvent des acteurs de niche et qui sont sur des chiffres d'affaires de l'ordre de 0 à 100, 150K. Et là, ces acteurs ont pris clairement de la place. On le voit sur les SERP, on le voit sur les publicités Moi aussi, je Facebook, pense, ouais. on le voit sur Amazon aussi. Et du coup, forcément, il passe à la trappe. Donc, moi, je ne remets pas en cause la véracité des statistiques, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir, quoi. En tout cas, moi, via mon outil, je scrape la data des vendeurs Amazon et on est totalement à l'opposé de ça. Mm. Ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour ça que moi, je suis toujours partant d'avoir des vraies données comme les tiennes que des données sorties d'un grand chapeau. Voilà. Eh ben, Kevin, tu veux allez, enchaîner? Abel, vas-y, continue. Tu avais la parole. Ok. Je te laisse la main. Il y a Amazon-academy.fr du coup qui ont sorti avec en partenariat. Bon, c'était peut-être à mon avis à cause de l'actu et le fait qu'il y a eu un petit boycott Black Friday qui a été repoussé sur Amazon. Nous, en tant que vendeurs, on a continué quand même à faire du business. Donc, je tiens à le dire, ça, c'est important. C'est qu'il y a eu un double discours de dire vous faites pas le Black Friday la dernière semaine de novembre. Finalement, ça a été fait et finalement, on a fait 2 OP commerciales. D'accord. Il n'y a pas eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spots télé
et la campagne publicitaire d'Amazon a été coupée, mais l'ensemble de l'email marketing ainsi que tout le reste qui était lié finalement aux OP des vendeurs sur Amazon. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la marketplace, il faut savoir qu'on représente 51% du stock d'Amazon. D'accord? Et que nous, sur l'ensemble des vendeurs de la marketplace, le stock FBA représente 50% finalement du catalogue de plus de 22 millions de produits. Ça a été ce qu'ils ont mis en place, du coup, c'est l'accélérateur numérique. C'est une formation pour les petits e-commerçants au click and collect pour créer leur boutique, etc. Bon, à mon avis, c'est pour se racheter peut-être une sorte d'éthique, hein, on va pas se le cacher, mais finalement le contenu de la formation est quand même bon, je tiens à le dire, parce qu'il y a un tronc commun qui est assez très axé débutant, et puis après on monte en compétences assez rapidement, donc ça va loin, on apprend à faire ce qu'est un bootcamp ou un webinaire par exemple, donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et bien entendu, il t'invite à être aussi vendeur sur Amazon, hein, c'est la logique. Je veux dire. Donc, il y a ça. Après, c'est la première actu. Dans la deuxième actu, il y a eu une nouvelle tendance qui arrive. Là, c'est l'émergence de nouveaux acteurs qui sont liés finalement au checkout mobile. Donc, on a des solutions, notamment sur Shopify, mais aussi des gros acteurs qui peuvent être implémentés sur Salesforce, sur Ibris ou sur d'autres solutions e-commerce dédiées aux grands comptes, comme TapBuy, par exemple, qui permet de faire du checkout vraiment, j'ai envie de dire, d'une manière chirurgicale. Donc, l'idée, c'est de faire des check-out, ils appellent ça des check-out high performance, où l'idée, c'est de convertir un maximum. Donc, ça, c'est un peu une sorte de nouvelle tendance qui arrive sur 2021, où tu as beaucoup de nouveaux acteurs, comme TapBuy, Tapcart notamment aussi, qui arrivent avec cette logique-là de vouloir faire des check-out vraiment dédiés au mobile. À voir ce que ça donne en termes de SEO, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de problématiques où tu avais des acteurs émergents qui laissaient des choses un peu en index, etc. Donc, ça peut être problématique, mais dans la globalité, les deux gros acteurs que je vous ai cités, ils font quand même hyper bien le job. Il y a une nouvelle tendance aussi que j'ai remarqué, c'est cette notion aussi de calcul du carbone, l'empreinte carbone par livraison. Il y a une boîte, moi, avec laquelle je bosse qui s'appelle Offset, qui permet de calculer votre empreinte carbone finalement en fonction de la typologie de livraison que vous allez choisir, si c'est du mondial relais, si c'est la livraison à domicile ou si vous voulez faire de la récupération en magasin. Donc ça, c'était pour la deuxième actu, cette introduction de nouvel acteur finalement qui tend à responsabiliser le consommateur, tant sur l'aspect checkout parce qu'il y a beaucoup moins de pages. On arrive sur des process en paiement one page, ce genre de choses qui permettent de très rapidement passer à l'acte d'achat. Et aussi sur cette notion d'empreinte carbone qui, pour moi, à mon avis, va tendre à responsabiliser les différents consommateurs. Il y a aussi cette logique, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le ROPO, c'est le Research Online et Purchase Offline. Donc, en gros, c'est de rechercher une certaine information. Je pense qu'il est hyper important pour les SEO et qu'on devrait vraiment se concentrer aussi sur cette logique-là. C'est un peu dans la tendance de ce qu'on voit sur l'émergence des recherches géolocalisées. C'est le fait qu'on recherche le produit sur Internet et qu'ensuite, on va aller l'acheter directement au magasin. Et ça, il y a des boîtes comme Yotpo qui sont spécialisées dans les avis clients, d'autres boîtes comme Trustpilot ou Avis Vérifié qui arrivent aussi sur le marché, qui en fait vont vous permettre d'aller scanner le produit ou de regarder la fiche produit très rapidement de ce produit-là et pouvoir aller l'acheter en magasin avec les références magasins qui vont avec. Donc, forcément, ça demande beaucoup d'intégration et il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs en France qui sont sur la théma, mais c'est une bonne idée. Et pour finir, moi, pour mon actu e-commerce, il y a Vimeo qui est un acteur de la vidéo hébergée, sécurisée et de qualité pour les professionnels qui a mis en place Vimeo Create en début d'année, qui est passé à la V2 de cette version-là avec l'intégration dans des CMS e-commerce de leur outil. Donc, je trouve ça hyper quali parce que ça permet de créer des petites, ce qu'on appelle des créatives, des petites vidéos assez rapides de présentation de produits pour améliorer l'expérience utilisateur.
Et ça, c'est assez top pour les nouveaux acteurs de l'e-commerce parce que ça va vous permettre finalement de créer quelque chose de qualité. Voilà pour moi. Ouais, c'est chouette. Il y a vraiment énormément de choses qui bougent là aujourd'hui, je trouve, pour les petits commerçants et c'est vraiment super. Allez, avant de passer la parole à Kevin, je reprends ma parenthèse que j'ai retrouvé mes notes. Donc, si vous êtes un e-commerçant français, que vous envoyez en Angleterre pour un colis de moins de 135 livres, vous êtes redevable de la TVA vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc, c'est vous qui devrez payer la TVA. Si vous expédiez au-delà de 135 livres, c'est le destinataire qui paiera sa TVA sur place. Bonjour les casse-têtes. Allez Kevin, à ton tour, ta petite actualité de la semaine. Écoute, Abdel, tu viens de m'en donner une de plus et je vais commencer par ça et en même temps c'est un hommage aussi. C'est pas une actualité de la semaine, ça remonte maintenant à quelques jours, mais je pense qu'on a perdu quelqu'un qui a impacté beaucoup le e-commerce de manière générale mondiale. C'est Tony Hsieh, le fondateur de Zappos. Zappos, pour moi, c'est une société spéciale parce que alors déjà, ils ont révolutionné le service client et aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Amazon, c'est en grande partie grâce à Tony Hsieh dont la société a été rachetée à l'époque 1 milliard par Zappos, 1 milliard de dollars, et qui a complètement révolutionné notamment la question du renvoi sans frais des marchandises si jamais on n'était pas satisfait. Donc, petit hommage à Tony Hsieh et double hommage parce que Tony Hsieh, avec Zappos, ça a été aussi parmi les premiers à faire des études sur l'impact de la vidéo. Tu parlais de la vidéo juste à l'instant, Abdel, ça a été les premiers à faire des études sur l'impact de la vidéo en termes de conversion sur les pages de vente. Et mon rapport de stage en 2010, c'était justement sur l'utilisation de la vidéo pour l'optimisation des conversions en page de vente. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier job parce que ça avait beaucoup plu au CEO de la boîte où j'étais en stage sur la recherche de quoi faire avec la vidéo. On en produisait beaucoup. Elle n'était pas utilisée d'un point de vue marketing. Donc voilà, petit hommage à Tony Hsieh. Très rapide, si on parle purement business, un des gros impacts de cette année en 2020, et je ne sais pas si ce rachat aurait eu lieu autrement qu'en 2020, c'est le rachat de Slack par Salesforce. Surtout, est-ce que Salesforce aurait mis 27 milliards de dollars ou 22 milliards d'euros dans une année où il n'y aurait pas eu de confinement et il n'y aurait pas eu autant une explosion des outils collaboratifs? Je pose la question. On en pense ce qu'on veut. C'est énorme. J'ai plus le multiplicateur en tête, mais c'est quelque chose comme plusieurs années, dizaines d'années de profit net concrètement de Slack. Ça n'a pas beaucoup de sens, très honnêtement, si on regarde purement le chiffre. Ça a forcément du sens si on imagine que dans les années qui viennent, la collaboration en ligne va continuer à exploser. Mais ça sera un rachat intéressant, en tout cas, pour voir comment ils vont s'approprier l'univers Slack et la communauté Slack, surtout, qui est déjà très développée. Je peux te donner un petit indice sur ça parce que je suis client Salesforce et du coup bon, il y a quelques infos via notre CSM en sorte. C'est qu'en fait, il y a une notion de cloud sur Salesforce. Donc, ce cloud, il s'appelle Einstein. C'est plusieurs couches de cloud qui communiquent entre elles. Alors, le cloud, attention, parce qu'il est utilisé à tous les sauces, ce terme-là. Hein. Il y a des clouds pour tout maintenant. Mais en gros, l'idée, c'est que, grosso modo, on centralise une information sur un espace donné et on va utiliser après plusieurs algos faits maison qui vont vous permettre finalement de faire communiquer plusieurs organes. C'est ce qui a permis du coup à Salesforce de venir connecter plusieurs boîtes qu'ils ont rachetées, notamment Demandware, le CMS à l'époque, qui est une galère en SEO, mais bon, c'est un autre sujet. Mais pour revenir du coup à Slack, l'idée c'est de venir implémenter ça aussi comme un outil collaboratif intra, et surtout l'idée c'est d'avoir aussi un outil qui permettra plus tard aussi de venir l'imbriquer sur la solution de service client qui existe déjà sur Marketing Cloud et qui n'existe pas actuellement sur Commerce Cloud. Donc, quand on est finalement client de Salesforce, on est content de savoir que Slack a été racheté par Salesforce. Mais ils auraient racheté Asana ou MeisterTask, ça m'aurait pas surpris non plus. Ouais. C'est quand même une fortune, quoi. Ça vaut
Tu rajoutes Michelin, je sais pas, en fait, c'est 3 boîtes du CAC 40, quoi. Donc, c'est quand même très cher. Moi, je suis d'accord avec Kevin que c'est un achat qui aurait pu être que maintenant et à un montant assez délirant. Mais merci pour les infos, les gars. La semaine dernière, on publiait un article, ou il y a 2 semaines, dans la newsletter qui parlait des achats à l'identique ou des achats stratégiques. C'était notamment en référence à la vente d'un site bien connu des SEO. Petit coucou à Quentin, du coup. Et je pense que là, on est clairement sur un achat stratégique. C'est-à-dire que ma remarque de dire ça n'a aucun sens, en réalité, ça n'a aucun sens si on le regarde de l'extérieur, mais il y a forcément un sens, et tu l'as dit, Abdel. Et donc, c'est purement un achat stratégique. Et un achat stratégique, en général, n'a aucun sens pour les gens qui ne comprennent pas toutes les implications de l'intégration et du business. C'est un peu la même logique que Demandware à l'époque. Hein. Je veux dire, tu disais, mais pourquoi Salesforce vont racheter un CMS e-commerce et finalement, ben, ça a du sens dans le sens où maintenant le positionnement et la valorisation de Salesforce Commerce Cloud, anciennement de Demandware, est énorme versus ce que c'était à l'époque en tant que petite boîte Demandware. Maintenant, quand on voit le nombre de gros business qui tournent sur Commerce Cloud, ça a du sens versus un Magento en face qui évolue pas aussi rapidement. Combien ils avaient payé Demandware, Abdel, tu te rappelles? Je ne me rappelle plus du tout. Ouais. Déjà un gros montant, quoi. Ouais, c'est bien pour le fondateur, quoi. C'est sûr. Toujours pareil, quoi. Alors, Kevin, d'autres choses, ouais. Ouais, 2 autres petites updates. Alors, il y en a une qui est purement en réponse à l'info de webcam. Je vais vous partager mon écran. C'est un outil que j'aime beaucoup. Et tu vois, tu parles de racheter des noms de domaine en un mot. Je vais vous présenter mais vraiment en 10 secondes avant de vous donner la dernière update. Ça va être cet outil-là que j'aime beaucoup. Vous me dites quand vous voyez mon écran. Super. C'est bon. Alors, c'est un site qui s'appelle oneword.domains. C'est lancé par un gars qui est génial, qui s'appelle Steven, et qui a basé tout son business sur l'identification de noms de domaine en un mot. Et tu vois, tu donnais tout à l'heure webcam, on pourra faire le test. Mais là, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que justement, il vient de sortir, il y a 48 heures, il me semble, l'option par recherche. Avant, c'était uniquement de la recherche par TLD. Donc, on partait du .fr et on regardait tous les noms de domaine en un mot qui étaient disponibles sur le .fr, puis le ., et ainsi de suite. Et il vient de rajouter cette option de recherche par mots-clés. Donc là, par exemple, si on tape manger, on a la liste de tous les noms de domaine, de toutes les extensions avec manger qui existent. Donc, par exemple, manger, il y en a un qui est pas mal ici, manger.guide par exemple, ou manger.asia, tiens, pour faire un blog sur comment manger asiatique. Il y a des choses très intéressantes, et si on fait .webcam, on verra aussi qu'il y a des noms de domaine désormais qui sont disponibles. Donc, si vous n'avez pas le webcam.fr ou le disponible, il y en a quelques-uns ici, mais ils sont quand même très chers, hein, on ne va pas se mentir. Voilà, donc ça c'était pour un petit coucou à Steven, et en même temps un outil que j'aime beaucoup utiliser pour trouver des idées de noms de domaine en un mot. La dernière update, et c'est un peu l'éléphant dans la pièce, on n'a pas parlé, mais c'était l'objectif de ne pas raconter n'importe quoi sur l'update, la core update de Google. Et je pense que c'est très bien d'ailleurs. Ça y est, ce que je me disais quand même, il va falloir qu'on en parle à un moment ou à un autre quand même. Obligatoire, on ne peut pas faire semblant qu'il n'y en a pas eu. J'attendais lequel d'entre nous allait lancer le pavé là, et quand même. Il a fallu attendre la fin, c'est top quoi. La réalité, pour celles et ceux qui regarderont, parce que depuis avant d'ailleurs on dit ceux ou tous, mais il y aura aussi des femmes probablement qui vont regarder ça, donc celles et ceux qui vont regarder. On aurait pu effectivement commencer à décortiquer et balancer plein d'hypothèses sur cette core update. La réalité, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas un seul article encore vraiment fiable qui soit sorti. Il y a des premières hypothèses, ça ne sert à rien en pleine update.
c'est purement un truc qui mène à faire des actions sur son site en réaction, alors qu'on ne sait pas du tout encore qu'est-ce qui s'est passé. Il y a encore des effets de bord, il y a encore des Exactement. Ça bouge sans arrêt encore. Enfin, moi, pour moi, les sites que je suis, ça bouge sans arrêt encore. Hein. Mais même à l'échelle des proxys, en fait, quand on se focus sur les ouais, proxys, tout à fait. Ah bah ouais. il n'y a pas de synchronisation. Ah ouais, c'est un truc de fou entre les différents serveurs et tu passes de 5 à 15. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est ça. Moi, je le vois sur les quelques thématiques qu'on suit aussi. C'est vrai qu'il y a des tendances qui commencent à se dessiner sur certaines thématiques, mais sur nos plus gros sites, ça bouge tous les jours. Il n'y a pas encore de logique vraiment facile à identifier. Donc, concrètement, ça ne sert à rien d'épiloguer sur quel a été l'update, quelles sont les conclusions, que faire. Par contre, il y a une chose qui est certaine, qui a été impactée, c'est la vente des sites internet en plein update. Ça, c'est sûr que c'est un sujet… Même l'achat de backlink, hein, Kevin. Même l'achat de backlink. Alors là, je suis moins calé pour en parler puisque j'en fais pas en ce moment. Mais c'est sûr que ça pourrait être un gros sujet parce qu'acheter un backlink… J'ai l'impression que le marché s'est figé le vendredi soir. Les mecs, ils se sont dit on arrête. Le problème, c'est toujours pareil. Tu peux pas linker quelque chose en réaction à quelque chose qui vient de se passer dans la mesure où tu sais pas, même si tu vas pas te desservir au final, quoi. Donc c'est ça. Pareil, prudence et. Je crois que le problème, c'est de modifier quelque chose sur son site quand finalement tu as un update comme ça dans la foulée. Surtout pour les personnes qui sont en pleine refonte. T'imagines, tu es en train de faire une refonte, tu te manges ça, c'est moi, j'ai eu la petite blague sur un site la semaine dernière. J'ai enchaîné changement de thème, mise à jour de WordPress cette semaine et update en plus dans la foulée. Va mesurer avec ça. C'est impossible. Impossible. Attends, tu laisses fermenter un peu. C'est ça. Ouais, moi, j'ai un client avec lequel on a démarré une prestation de rédaction et de linking 2 semaines avant. Et bon, forcément, après, tout se met à changer dans tous les sens. On va se calmer. On verra ça dans un mois. Ouais, moi j'ai une recrudescence, excuse-moi David de te couper, j'ai une recrudescence de hack de WordPress, j'allais dire de Shopify, non, Shopify n'a jamais de problème de sécurité, ça arrive de temps en temps, mais il n'y a pas de site hacké, on va dire que c'est le bienfait du SaaS, mais bon, on paye pour, mais sur WordPress, là j'ai eu quand même pas mal de sites qui ont sauté et avec des trucs quand même qui, pour moi, en tout cas à mon niveau, étaient hyper bien sécures, avec tous les thèmes qui allaient bien, surtout les plugins de sécurité. Je prends du pro et quand même, je me suis fait le mois dernier 3 sites et là, ce mois-ci, 4 sites. Voilà. Et avec l'injection. Toujours faire attention. C'était. WordPress, c'est pas. Conclusion sur cet update. Pour l'avoir abordé, moi, le seul truc que je vois réellement comme impact, on vient de parler de la vente de liens, c'est la vente du business de manière générale. On a réalisé une acquisition sur une de mes activités cette semaine qui est en cours de finalisation. Et c'est vrai qu'on a décalé de plusieurs jours notre go final parce qu'on devait faire une proposition le jour où l'update a été annoncé et on a pris la décision d'attendre 5 jours. Et encore une fois, peut-être que c'est encore trop tôt, mais on a pris la décision d'attendre à minima 5 jours pour voir l'impact de l'update sur le site. Et on voit ça sur pas mal des business qui sont en ligne sur Dotmarket en ce moment. C'est un peu une période où tout le monde est figé, tout le monde observe. Nous, on regarde un peu tous les jours les sites qui sont listés pour savoir quelles actions il faudra prendre. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Les sites ont été bien filtrés en amont et tant mieux, on va se dire. Mais c'est vrai que c'est une période où personne ne fait une offre concrète tant qu'il n'y a pas les choses qui se calment un petit peu. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, pas vendre ni acheter pendant une update, c'est sûr. Mais ce sera très intéressant d'acheter après l'update parce qu'il y a des sites qui vont connaître un boost et le temps que ce boost-là se répercute sur le prix de vente final du site, il va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, étant donné qu'on se base sur les derniers mois de valorisation. Et donc, il y aura très probablement des belles affaires à faire de sites qui auront connu une update, mais où l'update ne pourra pas encore être valorisé. À l'inverse, il faudra faire très attention de ne pas racheter un site qui vient de connaître une baisse sur la base des revenus des mois précédents, parce que ce sera plus du tout réaliste. Et il faudra faire attention, parce qu'en plus, on est à période de Noël, donc ça booste artificiellement les chiffres. Pas mal de critères à prendre en compte en ce moment pour l'achat de site. Ok. C'est fini.
Et ben, ça sera le mot de la fin. Alors, si personne n'a de nouvelles updates, nouvelles actus à nous partager. Merci encore, David, d'avoir organisé ça. Et Ouais, donc, merci David. Ouais. David, je vais peut-être te laisser la main pour finir. Mais donc, l'objectif, c'est maintenant de faire ça une fois par semaine. Voilà, j'espère qu'on aura des retours voilà, des avis, etc., de la communauté. Bon, nous, on n'a rien à vendre, simplement essayer de donner les infos qui nous semblent intéressantes, les commenter. Et on voulait le faire en 40 minutes, donc on a dépassé. Et moi, j'en profite, vu qu'on a dépassé, pour être encore un peu plus long sur un truc et rebondir de ce qu'avait dit Kevin, qui est très intéressant sur le décès de Tony Sier. Parce que, en fait, moi, je ne fais pas de bise, mais ça m'intéresse de voir tout ce qui se passe depuis 20 ans. Et il y a un point qui est très peu connu, donc je profite d'en parler, c'est qu'en fait, tous ces gens qui ont réussi très fort, finalement, ils ont fait beaucoup d'efforts, etc. Mais le plus beau, c'est le chemin et c'est pas l'arrivée. Et on voit beaucoup. Alors, j'ai pas regardé les conséquences, pardon, les conditions de son décès, mais je crois que c'est quelqu'un qui a traversé des moments terribles et tout. Et finalement, souvent, les gens qui arrivent très riches, et je pense par exemple à Kevin et Abdel, vous êtes des trentenaires, là, vous commencez à marcher très fort, vous bossez comme des malades. Et ben, en fait, le fait d'arriver très haut, d'être très riche, j'ai pas d'a priori, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une nuisance. Et on voit beaucoup de cas comme ça. Donc, regardez comment Tony Sier a terminé, mais je crois qu'il avait des problèmes d'alcool, des problèmes de ça. Et non, c'est pas ça. Non, accident, il a été, a priori, c'est pas encore très clair, mais il a été pris dans un feu dans une maison familiale. Il est décédé des suites de brûlures ou de choses comme ça. Je vais pas me mouiller parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'article très officiel, c'est que des rumeurs, mais a priori, c'est lié à un accident et à des brûlures. D'accord. Mais en tout cas, regardez un peu ceux qui sont tout en haut. Est-ce qu'ils changeraient leur vie 10 ans avant? Je peux vous assurer que c'est pratiquement tout le cas. En fait, c'est l'illusion de devenir riche, puissant, etc. Sur Internet, je pense qu'on a la chance d'avoir des boulots où on fait un peu ce qu'on veut et on arrive à avoir un niveau où il y a un équilibre. François Tréca, qu'on connaît tous là, par exemple, il est dans cette problématique en ce moment. Tu vois, il marche très fort, mais il arrête là. Maintenant, il veut fonctionner à un niveau qui lui convient. Donc voilà, je me permets une petite remarque par rapport à ce genre de choses qui arrivent et notamment à vous deux, là, les deux gagneurs, parce que je pense que vous êtes en train de monter très fort. Voilà, d'arrêter un moment pour avoir un équilibre. Moi, je vais juste donner mon avis, David, et excuse-moi de te couper au passage, c'est que je fais beaucoup de dev perso et en fait, moi, ma deuxième passion, c'est de la lecture rapide. Et c'est vraiment ça mon truc. Donc, le championnat de France 2021, je vais y être. Mais si tu préfères, et j'ai lu une étude qui dit qu'au-delà de 4 000 euros, finalement, ton niveau de revenu est décorrélé de ton bonheur. 4 000 euros de revenus mensuels par mois. Donc, je pense que franchement, moi, je ne suis pas là, sur cette logique d'aller chercher des sommes folles, etc. Et je pense que Kevin, pour le coup, est totalement comme moi, parce qu'on a pas mal d'atomes crochus, mais on est plus cette logique de lifestyle et d'essayer, en tout cas moi, pour ma progéniture, d'inculquer la meilleure éducation possible. Et pour Kevin, d'avoir le meilleur lifestyle en fonction des saisons. Exactement. Ouais. Non, mais tu as raison, David, de le pointer du doigt. C'est dommage que ça vienne sur Tony Sier, parce qu'en l'occurrence, je pense que Tony Sier, en plus, il venait de quitter Amazon pour être à la retraite et il était encore très jeune. Donc, il avait fait un choix quand même de quitter une très, très grosse société pour être à la retraite beaucoup plus jeune que pas mal de personnes. Donc, peut-être que cet exemple-là est pas adapté, mais ça pourrait être un épisode entier, effectivement, sur l'équilibre du lifestyle entrepreneur tel que certains gourous le présentent, mais qui est réellement l'intérêt de trouver l'équilibre entre l'entrepreneuriat à succès et maintenir un lifestyle ou dépoter un lifestyle aussi. Mais je pense que ça serait un épisode entier et qui n'aurait rien à voir avec l'actualité d'ailleurs. On verra si on le fait un jour. Non, après, la parenthèse, malgré tout, et c'est aussi, pour conclure peut-être notre réunion du jour, c'est vrai que David a lancé cette aventure de vidéo où on serait plusieurs intervenants à chaque fois. Et je crois que David, tu t'es aussi attaché, alors je crois qu'on est une dizaine de personnes peut-être aujourd'hui potentiellement à venir vous parler toutes les semaines. Et tu t'es attaché à chercher des belles personnes. Donc, c'est ce côté-là qu'on va retrouver parmi nous tous, je pense. Donc ça, c'est chouette. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et de partager tout ça dans cette ambiance-là. Super. Merci beaucoup, les gars.
Merci à toi, David. Merci, À la David. semaine prochaine. Merci à tous, à la semaine Merci à prochaine. tous. Ciao, ciao. Ciao. Alors, comment messieurs, j'arrête l'enregistrement. Hop, arrêtez.